Madame, Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision à l'occasion de ce 10-12, le Zénith. Ultime sortie pour ce vendredi. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à attendre, bien évidemment, ce programme qui est un talk show devenu plus important pour beaucoup d'entre vous qui n'arrêtez plus de vous connecter en permanence. Et là, ça nous fait vraiment plaisir. Merci pour tout ce grand moment que vous partagez avec nous, pour ces millions de messages que vous nous laissez tous les jours et ces milliers de messages dans lesquels vous nous indexez très souvent. Rassurez-vous, nous vous lisons et ça nous fait plaisir de savoir qu'avec vous, nous continuerons à grandir. Vos critiques en même temps sont pour nous constructives et chaque jour, nous tentons tant bien que mal de nous améliorer avec bien évidemment le travail du top management d'Equinox Radio et Télévision. Nous vous disons encore merci. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mai 2020. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Et 10-12 le Zénith encore va s'accentuer et va vous amener dans un univers particulier ce matin. Les sujets les plus importants, ceux qui gravitent autour de vous, ceux qui vous choquent en même temps, ceux qui vous énervent, mais aussi quelques sujets qui vous plaisent. Attention, on en reparlera. Mais qu'est-ce qui vous énerve depuis le début de la semaine? Qu'est-ce qui ne vous a pas fait plaisir depuis le début de la semaine? D'aucuns nous ont dit d'ailleurs ce matin qu'on est à 528 cas en 24 heures seulement de Covid-19 au Cameroun. Comment comprendre que le Cameroun soit en 24 heures seulement passé à une étape extrêmement compliquée dans la détection des personnes atteintes de Covid-19 au Cameroun? Est-ce que la contagion communautaire dont on parle aujourd'hui est en train de prendre une autre envolée exceptionnelle ou spectaculaire? Comment allez-vous, vous Camerounais, laisser vos enfants retourner à l'école à partir du 1er juin prochain? Vont-ils le faire? Ont-ils les moyens nécessaires de respecter les mesures barrières édictées par l'État du Cameroun? Autre chose quand même ce matin, nous voulions humblement et respectueusement saluer les bailleurs. Les bailleurs qui, pour beaucoup, n'arrêtent pas de pousser les portes des locataires. Et pour ces locataires, pour la plupart qui ont perdu leur emploi d'un côté, et il y en a aussi qui sont virés de l'autre côté, il y a lieu de s'interroger. Comment en sortir? Comment recréer l'équilibre entre les deux? Madame, Messieurs, installez-vous confortablement. Et surtout, allons accueillir, comme cela se doit, la grande famille de 10-12 le Zénith, Charles Amel Mbathou, Bonbon Bengan, Karine Santia et Dominique Audrey Oyengelek, tous ensemble unis pour la même mission et pour la même cause, vous servir. Bienvenue à tous. Charles Amel Mbathou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grogne au sein des forces armées, grogne dans les casernes. Les militaires sont en colère. Chaque célébration du 20 mai, ils bénéficiaient des tenues, des randiès, des ceinturons, bref, un renouvellement des équipes. Pour cette cérémonie, pour cette célébration, parce qu'on n'a pas défilé, ils n'ont rien eu. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les aider à renouveler. Les randiers sont déjà vieillissantes, sinon obsolètes. Les tenues littéralement délavées. Ils tapent les mains. Même les policiers, même les gendarmes demandent à ce qu'on pense à renouveler leur stock. Ils n'en ont plus. Et c'est une grogne, on va peut-être dire qu'un bruit de botte en ce moment dans l'armée au Cameroun. On espère que cette grogne-là sera très vite entendue et que la solution sera au plus vite trouvée. Ils n'ont besoin que de matériel. C'est la même grogne chez les gardiens de prison qui aussi se plaignent que pour alors leur sort est grave. Parce que ce n'est qu'à ceux qui défilent qu'on donnait généralement des ceinturons et des tenues. Et ils disent qu'ils sont littéralement oubliés. Parfois, ils se retrouvent à aller fouiller des habits, des vêtements dans la fripe pour pouvoir adapter à leur tenue. C'est grave, vivement qu'on pense à eux. On en profite ce matin pour faire un clin d'œil au ministre délégué à la Défense, au ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense et bien évidemment aux généraux camerounais afin que cette solution soit très vite trouvée et donner encore plus de force moralement à nos forces de défense et nos forces justement de sécurité de travailler dans des conditions exemplaires. Ça nous fait plaisir. Bonbon Bengan, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je m'interroge sur ce qui a bien pu pousser les gardiens de prison, les forces de maintien de l'ordre à enlever Madame Mebengo de l'hôpital pour la prison.
soupçonnée de Covid-19 parce qu'on avait diagnostiqué la typhoïde. Elle a été diagnostiquée négative, mais le corps médical demandait qu'elle devait observer ces 14 jours de confinement. On est venu la prendre manu militari et surtout la ramener dans la zone où elle aurait contacté le Covid-19. Pour quel résultat? Arrivée à prison, les autres femmes l'ont repoussée carrément. Elle a dormi à la belle étoile. Comment? Quel est ce genre de comportement? On va dire, pourquoi ne l'avoir pas laissée à l'hôpital où elle était confinée? On va dire, Bobo Mbengan, qu'il y a quelque temps quand même, concernant le cas, Madame Mebengo, après avoir été, on va dire, dans des soupçons de contractation de Covid-19, elle a été retirée et des sources quand même nous laissaient croire qu'elle est rentrée chez elle, elle était en résidence surveillée. Alors vous nous faites savoir ce matin qu'elle est retournée en prison, c'est ça? Oui, je vous dis, elle est retournée en prison, malgré la contestation du corps médical. Et là, les prisonnières disent ne pas vouloir la recevoir, de peur d'être contaminée. Absolument. En tout cas, c'est également un sujet qu'on va observer avec vous, madame, monsieur, pendant notre édition de 10-12 le Zénith. Nous entendrons certainement parler. Vos nombreux messages, vous les laisserez et on va les lire. Et ce sujet-là, il n'est pas passé inaperçu. Tellement on en a parlé sur les réseaux sociaux et dans quelques médias proches de nous. Mais nous aussi, nous nous disons, avant d'en parler, il faut bien recouper et surtout mieux critiquer les sources avant de mettre quelle que soit cette information à votre disposition. Karine Sontier est avec nous ce matin. Bon vendredi, Karine. Bon vendredi à vous, Michel, et bon vendredi aussi à nos téléspectateurs. Ce matin, on va parler entre autres de ce tour de ville effectué de manière psychologique par le président de la République du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo qui a fait le tour d'Internet hier, nous disant notamment que le président de la République a fait le tour de la ville de Yaoundé. Et bien que non, cette vidéo date de 2018, selon ce que les trackers Internet nous disent. On dira les spécialistes comme Charles Amen aime bien les appeler, ceux-là qui ont la capacité nécessaire à bien disséquer les images qu'on a eues. Mais c'était exceptionnel, c'était fort hier, la toile était vraiment en mouvement. En tout cas, madame, monsieur, restez avec nous tout à l'heure, on en reparlera dans le cadre ce matin de la revue des réseaux sociaux. Et c'est très fort ce qu'on a lu, c'est très fort toutes les déclarations qu'on a pu. Et Karine, croyez-moi, a fait un travail exceptionnel ce matin, on l'entendra. Dominique Audrey Oyengelek, j'ai envie de vous souhaiter déjà bonne fête du Ramadan. Vous n'êtes pas musulman, je le sais, mais vous êtes quand même dans la laïcité en tant que Camerounaise. Merci de me tendre cette perche. Je profite pour dire à toutes les personnes, les musulmans que je connais, que je vais faire le Je m'invite dimanche. Oui. Merci pour cette occasion. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix de cette dizaine de Camerounaises qui sont encore au Koweït, qui aimeraient bien revenir au Cameroun. Il y a des vidéos qui montrent des Camerounaises en train d'implorer la clémence du gouvernement pour pouvoir rentrer. Elles disent qu'elles se sont rapprochées de la police là-bas et la police leur a dit: vos autorités ne veulent pas de vous. Prière de faire quelque chose pour que ces femmes reviennent chez elles. C'est déjà trop. En tout cas, le vidéogramme fait le tour de la toile où on a regardé vraiment ces filles-là, pleurant, levant les mains, suppliant, appelant à grande gorge. Le chef de l'État, Paul Biya, a fait quelque chose pour elles qui sont au Koweït. On a organisé le mouvement récemment, non? De rapatriement. Il y a également notre rapatriement qui est organisé en France. On en reparlera. Merci à vous, madame, monsieur. Vous connaissez effectivement les différentes pages sur lesquelles vous pourrez échanger avec nous. Vous avez 10-12 le Zénith, ça c'est sur Facebook. Vous avez également Equinox Télévision, toujours sur Facebook, parce qu'en même temps, vous pourrez, dans le fil d'actualité de l'émission, regarder, laisser les commentaires. Et on s'est quand même rendu compte que pendant les entretiens, ça choque entre vous là-bas. Entre vous là-bas, on ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas souvent d'accord avec les sujets qu'on développe ici. D'aucuns peuvent avoir les idées. Donc nous, on fait un débat ici, vous faites les vôtres là-bas. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Mais nous sommes toujours, rassurez-vous, heureux de vous lire tous les jours. Allez, on va également laisser un numéro au bas de l'écran parce qu'il y en a qui se plaignent, qui ne parviennent pas à nous avoir à travers ce numéro. Et insister, Karine est là, c'est son travail également ce matin, elle fera pour vous. Allez, alors rapidement, on s'en va un peu plus ce matin sur ce que nous réserve l'histoire de Jude ce matin.
Dominique Audrey Oyengelek, nous nous tournons vers vous et nous sommes suspendus à vos lèvres ce matin. Lesquelles Bon, les lèvres, non, écoutez, les lèvres, c'est que nous voyons là. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Rebonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à vous, Michel. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une femme qui dit qu'elle est mariée et qu'elle a 2 enfants avec son mari déjà. Après la naissance de son 2e enfant, son mari, un soir, après un bon repas, il dit à sa femme, j'ai un lourd secret que j'aimerais partager avec toi. Ça fait un moment déjà, je couvre ça et ça commence à me peser. J'aimerais partager ça avec toi. Et là, il annonce à sa femme, j'ai 2 enfants que j'ai fait alors que j'étais encore au village. Mais à cette époque-là, je n'avais pas d'argent. Et la mère de mes enfants est partie, elle m'a laissé. Conséquence, c'est ma mère aujourd'hui qui élève ses enfants. J'espère que ça ne te pose pas problème. Elle lui dit, non, c'est ton passé. Et aujourd'hui, tu es mon mari, donc tes enfants, ce sont les miens. J'aimerais bien les rencontrer. Ils organisent un voyage et ils vont au village de son mari où elle prend attache avec les enfants, elle rencontre les enfants, elle parle avec sa belle-mère. Et sur le chemin du retour, après le week-end passé là-bas, en rentrant, son mari lui dit, maintenant que tu es au courant de la vérité et que j'ai été coupée pendant un long moment de ces enfants, je voudrais que tu me donnes ton aval pour que j'aille là-bas de temps en temps dormir avec ces enfants pour pouvoir tisser les liens, qu'on renforce les liens qu'on a ensemble. Sa femme lui a dit, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Et de fil en aiguille, son mari a recommencé à voyager pour aller constamment auprès de ses enfants. Aujourd'hui, elle nous pose un problème. Elle dit, lorsque mon mari fait 1 mois, depuis que je sais la vérité, lorsque mon mari fait 1 mois sans aller au village pour voir les enfants, c'est sa mère qui vient en ville lui rendre visite. Elle dit qu'elle veut prendre les nouvelles de son fils. Au téléphone, ça ne suffit pas. Et lorsqu'elle arrive, pendant qu'elle fait par exemple à manger pour son mari, sa belle-mère entre dans la cuisine et lui dit non. Mon fils ne mange pas ce genre de nourriture. Donc, tu laisses, moi je vais lui faire à manger. Bien qu'elle soit médusée et tout, par respect pour sa belle-mère, elle la met en veilleuse et elle s'écarte. Et sa belle-mère fait à manger pour son mari. Elle dit que lorsque sa belle-mère finit de faire la cuisine, elle va prendre son bain, elle se parfume, elle met un pagne. Et au retour du travail de son mari, l'attitude de sa belle-mère change. Elle commence à se déhancher, à agiter son popotin, au point où, de nombreuses fois, elle s'est retrouvée à perdre son pagne devant son mari. Elle interroge son mari sur « Mais attends, ta mère a une attitude que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Comment se fait-il qu'elle se retrouve nue devant toi ?» Il lui dit « Attends, qu'est-ce que tu veux? C'est ma mère, non? Il n'y a pas de problème, c'est normal. » Et de toute façon, elle a toujours été comme ça. Ce n'est pas un problème. Elle dit que si elle devait faire une crise cardiaque un jour dans sa vie, c'était ce jour-là. Donc, elle n'en aura plus jamais. Elle se rapproche d'un oncle de la famille pour poser la situation. Et l'oncle lui demande, ma fille, prends une chaise, assieds-toi confortablement. Sache que les 2 enfants qui sont chez ta belle-mère, en réalité, ce sont les enfants de ton mari et de sa mère. Donc, la dame de ce matin nous pose 3 questions. Elle aimerait qu'on lui dise, est-ce qu'elle doit... Là-bas, elle n'a pas eu de crise cardiaque. Non, elle n'a pas eu de crise cardiaque. Elle a failli avoir une crise cardiaque. Elle n'a pas eu de crise. Non. Très bien. Non, elle n'a pas eu de crise cardiaque. On poursuit l'histoire, Dominique. Ok, dans ces conditions, que dois-je faire? Dois-je rester dans cette maison avec mon mari auprès de mes enfants? Dois-je en parler avec mes parents à moi? Ou alors dois-je simplement les laisser dans leur pourriture? Très bien. Voilà, mon mari est le père des enfants de ma belle-mère. Mon mari est le père des enfants de ma mère. C'est peut-être mieux. De sa belle-mère, oui, c'est la fille qui nous dit. Oui. Voilà, donc lui pouvait dire, il pouvait dire, ma mère et moi faisons des enfants. Oui. Hein, c'est ce qu'on a compris. Je suis le père des enfants de ma mère. Ma mère et moi faisons des enfants. Allez, c'est une histoire exceptionnelle ce matin. Je ne sais pas comment les Camerounais vont la prendre. Je ne sais pas comment vous allez bien sûr l'analyser. Et on en reparlera, Madame Michel, avec vous. Le temps justement de mettre 2 ou 3 petites choses en place parce que on nous laisse justement savoir qu'il y a des petits soucis techniques là. Vous allez nous permettre humblement de rapidement régler ça
Et pour la qualité justement du rendu à l'antenne, pour la qualité de l'image, Equinox qui va droit, qui va plus loin, s'est dit quand même qu'il faudrait rapidement régler cela. Donc on a quelques signes quand même, et c'est normal. Vous savez aussi, les aléas du direct, on tente tant bien que mal de bien les réparer avec vous, madame, messieurs, ce matin, sur les antennes d'Equinox Télévision. Voilà. On si se vous rassure. permettez, Michel, voilà, elle dit que lorsqu'elle est revenue de chez son bel-oncle, Ouais. son oncle lui a formellement interdit d'en parler. Elle devait faire celle qui ne savait absolument rien. Donc, depuis, elle est rentrée chez elle et elle dort sans dormir, elle n'arrive plus à manger. Donc, elle est là, elle regarde son mari comme ça et elle est un peu interloquée. Donc, aujourd'hui, elle a besoin de votre aide. Son mari prospère? Oui. Oui, aujourd'hui il a un travail et elle dit que tout va bien. C'est pas le grand luxe, mais elle n'a pas faim en tout cas. Merci. Vraiment, on va rapidement, en quelques 10 minutes, est-ce qu'on le fera? Je suppose qu'on peut le faire. Chacun peut prendre 3 minutes rapidement, maximum 4, pour qu'on puisse mieux et rapidement vider ce sujet. Et nous tournons d'abord avec vous, Mbormon Bengan. Quelle analyse vous en faites? Cette situation, véritablement. D'abord, beaucoup de choses. L'inceste amène au bannissement de la famille et même de la descendance. C'est une famille qui est appelée à disparaître. Deuxièmement, la communauté ou le clan auquel est issu ce garçon, apparemment son papa vit encore, voilà, et sa maman, pour admettre ce genre de déviance sans être puni, séparé ou pas, sans être puni, ça veut dire que ce clan-là, je ne sais pas, ça me semble imaginaire parce que ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Commettre l'inceste, c'est ce genre de traitement qu'on faisait en public. En public. Et ces enfants, on les tuait. N'est-ce pas? Oui, ils mouraient. Les enfants mouraient. Parce Les qu'il enfants, y a des actes qu'on n'admet pas et que cette maman, bon, on me dit qu'elle est séparée. Non, non, cette maman et son enfant étaient voués aux gémonies. Ils étaient mis en quarantaine, devaient avoir des visites de personnes. Ils étaient en marche de la société. Particulièrement en marche de la société. Et la femme qui vient entrer dans une famille sans connaître les antériorités de cette famille, sans connaître cette famille, c'est un problème. C'est un problème. C'est pour cette raison qu'on vous dit toujours, et on ne cessera jamais de le dire, renseignez-vous là où vous allez entrer. Renseignez-vous. Oui, mon cœur a flashé. Cet homme vraiment... Non, mais est-ce qu'une maman peut vraiment flasher pour son fils? Non, je parle de la femme qui va en mariage. Très bien, la femme, c'est la sorcellerie. Et ce genre de sorcellerie, bon, non, mais on ne vous laisse pas vivre. On ne vous laisse pas vivre. D'abord, il faudrait qu'on porte ça à la place publique et on vous punit. Comme il y a des punitions qui sont graduelles. Et là, ça allait à l'une des punitions, j'allais dire, les plus haut possible. Parce que c'est assimilable à l'assassinat médité de quelqu'un. Quand vous décidez que la descendance doit s'arrêter, en amenant des gènes qui vont apporter beaucoup plus de disparité dans la famille. En bas, ça, on appelle ça l'ICA. Ça veut dire que sur au moins 10 générations, il y aura des maladies incurables. D'abord, ces enfants-là vont mourir, et vont mourir sans tomber malades. Généralement, au bout de 20-25 ans, ils tombent malades, la vie comme ça, ils meurent. Bon, c'est après que, sur le plan médical, on a commencé à voir les choses comme les lupus, un certain nombre. Mais il y a, quand quelqu'un peut avoir ce qu'on appelle les hémorroïdes, qu'on ne soigne jamais, ou des types de cancers terribles, vous ne pouvez pas, et d'autres maladies terribles. Donc, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer sur. Justement, parce après que avoir eu des actes pareils. même quand son papa dit n'en parle jamais. Et cette femme, elle est en train également de prendre, puisqu'elle entretient des rapports intimes avec son mari, elle est en train de prendre ces gènes-là. Et si elle a fait des enfants avec son mari, ces enfants
vont mourir. Très bien. Et ils vont mourir. Il n'y a pas de solution. Ils vont mourir. Gardons justement Donc, notre temps. il y a un traitement spécifique à les faire, mais ils vont mourir. Et ce traitement, c'est femmes publiques. Merci. Et Bon. On va garder justement là, le temps de parole pour bien avancer ce matin et on va se retourner vers vous ce matin. Là, c'est le haut niveau de la sorcellerie, ça qu'on n'admet pas dans nos sociétés. Très bien. Dominique Audrey, l'histoire vous l'a racontée. Maintenant, votre point de vue, votre attitude, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous la voyez? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je suis face à une situation que je peux pas expliquer. Vous êtes tétanisé? J'ai pas grand chose à dire, juste qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Ça ne s'explique pas. Peut-être Charlemagne nous dira que lorsqu'on est dans des cercles ésotériques, on vous donne comme condition d'avoir des relations avec sa mère. Là, moi, je ne comprends, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Il nous dira certainement. Mais ce que je sais, c'est que cette femme, elle doit partir de là. C'est la seule chose. Elle doit d'abord dénoncer, elle doit en parler en public. Mais puisque la famille de n'en parle pas. On s'en fout. Elle s'en fout. On doit s'en foutre. Non, il faut qu'elle dénonce. Elle doit dénoncer. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du garçon? Ok, qu'elle dise à sa de famille. toutes les manières, l'enfant qu'elle a fait va mourir. C'est deux enfants. Voilà, sauf si on peut trouver... Les enfants qu'elle a fait avec son fils. Avec son mari. Avec son mari. Oui. Elle aussi, elle perdra ses enfants. Ce sont des enfants dus à l'inceste. D'accord. Bien qu'elle et son mari ne soient pas des cousins. Très bien. Mais... Non, qu'elle parte. Du moins, qu'elle dise à sa famille. Et qu'elle se soigne aussi. Oui. D'accord. Si on peut sauver les enfants, qu'elle aille n'importe où. Non, ça ne prend pas de temps pour les soigner. Charles Lamel, le sujet semble être un peu compliqué pour chacun ce matin parce que ça ne rentre pas dans nos us et coutumes, on est perdu, même les réalités sociologiques, on n'en parle pas. Comment vous analysez ça? Pas de proximité sociologique, mais réalité sociologique. C'est un fait vivant. Beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs, beaucoup de cadres ont dans leur maison des enfants, leurs propres filles qu'ils ont attachées, qui ont des soucis de santé et qu'ils couchent. Ce n'est pas nouveau. À Bépanda, de ce côté de Bépanda, Tonnerre, vous avez un monsieur qui a fait des enfants avec sa fille, parce que sa fille était plus belle que sa femme, dans la mère. Et ils vivent, je dis, Bépanda, Tonnerre, ça existe. Vous savez, lorsque vous cherchez deux choses, l'argent et le pouvoir, vous devez vous plier en ensemble de rites. Pour devenir riche, si vous violez les étapes de l'initiation, vous devez coucher avec une folle, malade mentale. Vous devez vous dénuder, vous devez manger vos excréments, ce que vous voyez dans la vie. Vous voyez. Lorsque vous voulez atteindre un certain degré de richesse financière, vous devez procéder au coucher avec votre enfant, comment on va dire, vous devez coucher avec votre femme suivant notre rituel, bon ça je ne peux pas le dire ici, soit c'est avec votre maman. Et on est dans cette phase, il couche avec sa mère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez dans des villages, pour ne pas indexer, vous avez demandé qu'on évite des approches sociologiques et réalités sociologiques, où c'est la mère qui vient dire à l'enfant que tu ne vois pas comment elle a construit une maison. Tu ne vois pas comment elle réussit. Tu dis non, viens entrer ici, nous sommes l'argent. C'est la mère qui pousse le fils à coucher avec elle, suivant le rituel qu'on lui a dit pour devenir riche. Il y a des villages là où vous arrivez, on dit, tu vois la maison là, elle est belle. Hein? On dit, il est mort. La maison, oh là, regardez comment ça, il est mort. Il est mort, pourquoi? Il couchait avec sa mère, il voulait la richesse. Je cite. Pour avoir le pouvoir et la célébrité, monsieur Michel Ngachou, vous devez coucher avec des cadavres. Vous vous rappelez? Oui, il y a des histoires. Coucher avec des cadavres. Vous arrivez dans les morgues, vous gérez avec le directeur, vous gérez avec le responsable, vous gérez avec le morguier, qu'on comprenne. Ou les on vous prépare encore, soit d'une jeune fille, on vous prépare encore. Vous arrivez, suivez un rituel avec le soufre, vous entretenez des rapports sexuels pour y activer, et voilà, vous avez votre richesse. Soit, vous devez sacrifier une personne, votre enfant, votre soeur, ou un parent de la famille. Voilà autant de choses qui prédisposent
les gens à deux choses, l'argent, la richesse financière et le pouvoir. Vous avez souvent entendu, quelqu'un finit de poser un acte, c'est un serpent qui lui vomit de l'argent. C'est là, c'est vrai. Beaucoup de chaises sont vides dans les villages parce que le fils ne peut pas succéder à la chaise du grand-père. Vous entendez cette expression, vous riez, ça amuse les gens, mais en fait, beaucoup de personnes, de certaines personnes qui ont atteint un degré, se sont retrouvées parfois à faire des enfants avec leur propre fille. Demain, il décède, il aime tellement l'enfant parce que c'est l'enfant qui a mené, il lui lègue la succession. Cet enfant vient s'asseoir sur la chaise de son père, en même temps son grand-père, il meurt. Il n'a pas un mois, il décède comme un poulet. Bombog l'a dit tout à l'heure. Donc ici, on est face à quelqu'un qui a voulu la richesse. Et lorsque vous observez, l'homme n'est pas d'accord, on n'a pas été d'accord de ce rituel, c'est la mère. La mère prend un plaisir à vivre cette relation. Au point d'en faire des enfants. Je dis c'est la mère. Il lui manque même pas. Vous savez, chaque maman veut voir ses enfants réussir. Chaque maman est prête à tout. Je vous dis, je ne peux pas citer la zone. Si vous-même, monsieur Michel Ngachou, vous voulez être riche demain, si votre mère vit, vous venez me voir. Je vous indique là-bas. Non, j'ai pas besoin. Voilà, c'est pour vous dire que je vous dis, c'est pour vous dire que c'est connu. Ça coule les rues. Alors une maman va dire tous les jours, je porte mon plateau. Voilà ma voisine, voilà ceci, je suis au soleil et tout. Vraiment, ça te coûte quoi? C'est elle. On a vu des mamans dans certaines contrées droguer leur fils. C'est vice-versa. Droguer leur fils pour entretenir des rapports sexuels. Nous sommes dans l'abomination imposée par l'occidentalisation. C'est pas africain ça. Nous vous disons aussi chaque jour que il y a des villages qu'on appelle chefferies supérieures. C'est des chefferies de bannis. C'est des chefferies de bannis qui ont été validées. Et quand vous regardez comment ils vivent dans ces villages, quand on dit, on donne le nom de quelqu'un, vous voyez comment les gens tiquent. Parce qu'on connaît, il y a des vérités qu'on connaît et qu'on ne dit pas. C'est important que les téléspectateurs le sachent. Sache qu'aujourd'hui, on a laissé persévérer l'abomination. On a eu des villages, des incestueux. Je dis, je vous parle, je peux prendre le cas de l'Ouest, il y a plein de villages, des incestueux partout. Même des noms, quand on prononce certains noms, on vous dit attention. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne véritablement. C'est l'occasion de dire, derrière chaque grand pouvoir se cache une responsabilité. Et lorsque vous ne parvenez pas à gérer la responsabilité, monsieur, ce qui vous attend n'est pas loin. Donc à cette fille, à ce garçon, je lui dirais de voyager avec sa maman pour le village, d'arriver à la place du marché et de crier là-bas. Ça ne se règle pas ailleurs. C'est la place du marché. Il y a un seul jour où tout le village, les villages voisins sont là. Vous vous placez là, vous criez. Ce n'est que comme ça qu'on pourra vous soigner. Les deux, monsieur et madame. On soigne en public pour que la honte vous installe, pour assumer votre honte. Et les conséquences... la mort. Les conséquences... C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Celui qui a amené ça. Vous savez que dans les traditions, il y a deux types de personnes qui vivent longtemps. Celui qui a amené le bonheur dans la famille et celui qui a amené le malheur. Quand vous arrivez, on dit que ce qu'on vit là, ça avait été amené par telle personne. On n'avait pas ça dans notre famille. C'est telle personne de telle descendance. Partout, et chaque fois qu'on prononce, ça agit et ça vous prend. Merci beaucoup Charles Amel Mbathiou ce matin. Histoire quand même assez compliquée. Un avis, le dernier de ce matin, Karine Sontia. Je suis un peu glacée par l'histoire ce matin et à écouter les explications de Mbomok et Charles Amel. Je me rends bien compte que nous sommes dans une société pervertie. Je ne sais pas en quoi on croit, mais je pense quand même que parfois, on entre dans la dérive volontairement. Et on peut chercher la fortune ou la richesse de façon que le côté le plus pervers est celui que l'on préfère parce qu'il est plus rapide. Et ça nous rend moins que hommes parce que je ne comprends pas comment vous pouvez avoir tous ces antécédents et accepter de mettre une autre personne étrangère à vous dans le même pétrin que vous. Parce que l'homme savait bien ce qu'il faisait d'habitude, comment était son quotidien. Il a accepté de faire entrer dans sa vie une femme. Et encore, je le dis souvent, je vis dans un environnement où bien que je sois parfois très très opposée aux avis de Mbomok et Charles Amel ici, on ne se marie pas comme ça. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est beau.
il y a tellement de choses qu'on prend en compte. Et ça me rappelle quand même que j'entends souvent des gens dire, on pas regarder, on pas chercher, on pas voir et tout. Et je peux comprendre ce matin que finalement, il faut bien savoir ce en quoi on croit. J'ai discuté encore hier avec un conducteur de moto qui me demandait tu pars à l'église? J'ai dit non. Il me demande tu pars à la mosquée? J'ai dit non. Et puis il me dit tu crois alors en quoi? J'ai dit que je crois aux ancêtres. Il me dit que c'est vrai que je ne crois en rien, tu es païen. Et aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui me rappelle quand même que au final, ce en quoi vous croyez, soit ça vous sauve, soit ça vous pervertit. Et cet homme, dans cette histoire, il a cru en la richesse, au pouvoir, en l'argent, et ça l'a perverti. C'est pourquoi j'ai demandé à Dominique Audrey, est-ce qu'il est prospère? Et malheureusement pour vous... À bien voir le même ancien de l'église. et malheureusement pour vous, un jour mon père m'a expliqué que dans ces affaires, il y a ceux qui arrivent pour accompagner les autres. Monsieur Ngachou. Donc quand il entre là, il peut donner tout ce qu'il donne là, mais ce n'est pas lui qui consomme la richesse qui vient. Ouais. Parce que quand Dominique dit il a de l'argent, mais il n'est pas le genre qu'on voit souvent, ça veut dire que finalement, ce n'est pas lui qui consomme les fruits de sa c'est pas lui le bon bénéficiaire. C'est pas lui le bon bénéficiaire. Mais c'est absurde quand même de faire autant de sacrifices et de ne même pas en bénéficier. Mais on se demandera, mais quel type de sacrifice? Quel type de sacrifice? Ça va venir. Il est encore au ce début. sacrifice est en route. Parce que lorsque la mère vient s'installer, ça va provoquer un conflit, une jalousie. Il faudrait qu'un excusez, je ne peux pas vous suivre. Il faudrait que, parce qu'elle nous regarde, il faudrait qu'un s'éclipse. La jalousie est frontale. Si c'est la femme, vous voyez le pagne qui tombe et tout, il y a déjà une jalousie frontale, il faudrait un sacrifice. C'est ce sacrifice qui va déclencher. Je ne peux pas dire... De manière claire de mon autorité. Oui, voilà. Que la femme quitte en dévoilant. Parce qu'elle-même, elle a déjà pris les gènes de l'inceste et ses enfants les ont incorporés. Elle peut se soigner en dehors de son mari. Que le mari et sa maman restent mourir en paix. Mais les enfants vont mourir, vous avez dit tout à l'heure. Mais si elle ne se sauve pas, ses propres enfants, elles peuvent être soignées. Oui. Mais les enfants issus, ce que Maboka dit de l'inceste, vont mourir. Très bien. Allez, madame, monsieur, qu'est-ce que ça... Oui, mais écoutez, moi, ça me sort un peu de partout ce matin. Moi, je dis, c'est assez compliqué. Moi, j'imagine, ma maman, paix à son âme, qu'elle soit encore là, ben non, ben c'est compliqué, vraiment. Je respecte ceux qui le font, et je dis, il faut être très fort, et je dis, à chacun ses choix, à chacun justement ses opinions. Non, quand je dis à chacun ses choix, non, mais écoutez, permettez, écoutez, c'est un choix. Il existe des normes. Non, écoutez, quand quelqu'un est hors la norme, on dit qu'il a dévié. Il a dévié. Oui, mais si vous avez fait un choix de dévier, vous êtes conscient qu'il ne faut pas... Monsieur Michel Ngachou, aux alentours, je parle en regardant la caméra, aux alentours de Meyomé Yémé, à Yaoundé, à côté de Mabazil et Mabazil, l'ancienne déléguée à la communauté. Il y avait quelqu'un qui vivait là-bas, je ne donne pas le nom. C'est un câbleur qui est arrivé pendant qu'il était en train de faire le câble. Qui arrive, il fouille, il suivait l'endroit, c'était cassé, le câble était cassé, il a trouvé là, c'était cassé. En ouvrant le plafond, il a découvert quelque chose en bas dans la chambre. Vous voulez qu'on vous raconte? C'est connu au Yomabang. Oyomabang était dans toute cette zone, on connaît. L'histoire, moi, je la connais. D'accord, voilà. On peut se comprendre. Je préfère. Et juste après ça, on a nommé. Il est parti de ministre à plus. Je suis un enfant de la zone, on peut bien se comprendre. Allez, connu. Madame, monsieur, on marque une pause. Je sais que ça s'est compliqué ce matin, avec l'histoire du jour. On va marquer une pause, surtout laisser les téléspectateurs nous rédiger, donner certainement un message à la femme. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment vous vivez l'histoire? Comment vous l'acceptez? Que dites-vous à la femme, madame, monsieur? Mais avant de réagir, allons bien savoir ce que nous propose ce matin Charles Ahmed dans le cadre de la colère. Voici la colère. Je m'interroge ce jour
sur la question de la transhumance politique dans ce pays. Comment comprendre la croissance du phénomène de la transhumance sur la scène politique camerounaise aujourd'hui? Peut-on y entrevoir comme raison l'incapacité d'asseoir un programme de société comme cause du nomadisme politique à certains niveaux? Que recherchent ces transfuges politiques? Comment comprendre cette plus que trop transhumance qu'ont nos politiques dans ce pays? Comment comprendre la croissance de ce phénomène de transhumance sur la scène politique camerounaise qui va de pair avec la rareté manifeste des abris politiques confortables pour les militants exigeants ou insatisfaits? Quelles sont les raisons qui justifient cette plus que trop migration politique et quel est le poids même politique des acteurs qui ont recours à cette pratique au Cameroun? On compte des personnes qui ont bougé 1, 2 à 3 fois d'un parti politique vers un autre parti politique. Ils font des allers-retours. Ils sortent, observent, fuient et reviennent. Ils vont décidant de partir définitivement et après ils reviennent sur leur pas avec des alliances et avec des démissions complètes. Comment comprendre cette vague de démissions massives et de ralliements collectifs qui ne cessent de déferler sur de nombreux partis politiques dans le septentrion et bientôt même dans le sud depuis un certain temps? Il ne passe pas un jour sans qu'on ne dise 1000 militants ont quitté tel parti pour tel autre parti. 20 militants ont brûlé la tenue de l'ancien parti et ont arboré pour le nouveau parti. Où situer les raisons de cette transhumance politique et du poids réel des acteurs qui recourent à ce phénomène? Que ce soit au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, au Front du salut national pour le Cameroun, ou encore dans les rangs du social-démocratique Front, MRC. Aucun parti politique n'échappe à ce goulot qui étrangle le jeu politique au Cameroun. Était-ce un jeu? Était-ce une stratégie? Dans tous les cas, les gens veulent comprendre. Comment comprendre le fait pour cette transhumance politique d'avoir lieu à des moments où il y a soit consultation électorale, soit nomination en vue? Comment comprendre que les transhumants politiques camerounais donnent l'impression qu'il n'y a point de salut en dehors d'une proximité avec le pouvoir en place? Comment comprendre qu'un parti né sur des bases solides, avec des objectifs bien clairs de conquête et d'exercice de pouvoir, se saborde, se fasse phagocyter? Comment ne pas y songer au regard de toute cette agitation dont sont victimes nos compatriotes et qui les portent spontanément lorsqu'ils ne sont pas guidés par les conseils de leurs parents, de leurs amis, de leurs marabouts sur les berges du parti dominant? Comment comprendre que l'on puisse dans de telles conditions bâtir une nation lorsque les fondations restent chevillées à des convictions frivoles, ballottées au gré du vent? Aujourd'hui, nous sommes dans tel parti. Demain, on n'est pas d'accord. On va créer son propre parti. Après-demain, on fait alliance avec le parti qu'on a quitté. Et le surlendemain, on décide d'aller une fois dans le parti, abandonnant les militants, abandonnant ses propres convictions. Comment comprendre que nos fameux courtiers de la politique se révèlent comme des bretteurs qui excellent dans l'art de porter des coups de jarnac et d'avoir des réponses à tout? Comment comprendre ces requins qui pullulent au milieu des sardines, se cantonnant ainsi dans une logique de sauvegarde personnelle qui ne fait pas dans le détail pour avaler les oranges, va-t-on dire, les plus faibles? Suivez mon regard. Comment comprendre tout ce nomadisme politique de ces individus qui, au moment de leur départ, sont des figures stratégiques de leur parti? Comment comprendre que ces mouvements s'accompagnent le plus souvent de déballage, de révélations de secrets des partis que l'on quitte, voire même des règlements de compte entre individus? J'ai dit, je vais dire. Je vais dévoiler. Mais lorsqu'on donne le micro, c'est le vent qui passe. Comment comprendre ces multiples retournements de vestes et courses effrénées vers le privilège dans les rouages des institutions républicaines? Comment comprendre que chez nous au Cameroun, la transhumance politique est révélatrice, autant pour moi, de la dévolution du pouvoir comme moyen de contrôle et de redistribution des ressources? Comment comprendre quelle est la conséquence de la défaillance des partis politiques, la Libye par excellence des valeurs africaines, des démocraties consensuelles? Comment comprendre toutes ces raisons évoquées
par les transhumants. Il n'y a personne en face puisqu'il n'y a pas coalition. Ils ont refusé de coaliser, eh bien je m'en vais. Il n'y a pas de consensus possible, je préfère tenir. Avant le vouri, il y a les bras du vouri. Ce sont ces bras qui se jettent dans le vouri. Savez-vous que la transhumance politique est en fait une trahison des électeurs puisqu'elle affaiblit les partis et discrédite les acteurs concernés. La preuve, suivez mon regard. Charles Hamel battu ce matin, colère justifiée, colère en même temps actualisée, colère peut-être compréhensible, mais vraiment on a quelques minutes pour bien comprendre ça. Et je sais pas, on est en temps de Ramadan, on n'a pas droit à une quelconque bière, moi je vous en aurais donné. Hein, merci. Pour vous dire, de la bouillie, d'accord, très bien. D'accord, vous voulez ajouter le poids sur ce poids? Non, je me plais encore. Alors, Bonbon Bengan, transhumance politique ce matin, est-ce qu'on peut faire une expression synonymique pour parler là d'une politique du nombrilisme au Cameroun? Non. Les hommes politiques sont très intéressants. Lorsqu'ils font des mauvaises choses, ils trouvent un langage diplomatique, nomadisme politique, transhumance politique, pour dire simplement prostituée politique. Non, parce que le terme, oui, je les aime trop. J'aime trop les hommes politiques. Donc ils sont tous des prostituées politiques. La du dictionnaire. C'est ça le problème. Pourquoi on évite donc cette expression? On va enjoliver. Pour que ce soit gros. Voilà. Pour nous transhumance politique, non pas. Non, moi je parle de prostitution politique. Non, bon, d'accord. Prostitution politique. Là, je suis dans mon assiette. On vous a très bien compris. Oui, tout à fait. Non, il y a au moins 3 raisons principales qui amènent à cela. La première raison, c'est que la politique, comme c'est un centre d'intérêt, il y a des infiltrations. Vous vous rappelez sûrement qu'au 19e siècle, lorsque la bourgeoisie avait renversé l'aristocratie au pouvoir en Europe, la même bourgeoisie était menacée par les idées marxistes des masses populaires. Les masses populaires qui étaient imbues des idées marxistes, qui venaient à les renverser. On a donc créé le terme d'élitisme par 2 sociologues italiens, Gaetano Mosca et Wilfredi Pareto. Et c'est quand on vous dit les élites ont. Or, les élites n'ont pas vocation à développer les régions ou nos localités. Il est donc question d'amener les gens à penser que la masse ne réfléchit pas. C'est les élites qui réfléchissent à leur place. Voilà commence l'entourloupe. Donc, vous allez, c'est la première raison, c'est ça, l'infiltration. On commence à infiltrer une partie. Par exemple, comme on est dans le cas du Cameroun, les partis sont nés. Il y a une enquête secrète qui est arrivée au Cameroun dans les années 90, avant même le multipartisme, où cette enquête disait que si on va à une élection présidentielle aujourd'hui, l'Union des populations du Cameroun va gagner l'élection avec au moins 60%. Il fallait donc tuer ce parti. On permet ce parti d'exister, mais on l'infiltre. On n'avait pas vu la venue du SDF. Il est venu, on l'a infiltré, mais pas au même degré. Et on crée donc d'autres partis satellites pour essayer, d'encombrer le jeu politique, soi-disant faire penser qu'il y a un régime multipartite. De toutes les manières, il y a 1000 partis politiques au Cameroun. Voilà pour qu'on se comprenne très bien. Voilà comment a évolué notre champ depuis au moins 1990-91. Et on arrive donc à un niveau de saturation. Et Charles Hamel a dit, les élections déterminent chaque fois. Parce que vous qui êtes des partis satellites, vous dont on a envoyé en mission dans des partis, on aimerait bien savoir, vous allez vous battre pour être élu ici ou là, ainsi de suite, s'aborder le parti, ainsi, et faire ici et faire cela.
Je vous prendrai par exemple le cas pour l'UNDP. L'UNDP organise un congrès en janvier 92. Janvier 92, effectivement. Voilà. Oui. Le président du directoire de l'UNDP ne convoque pas le congrès. C'est lui dont le nom est à l'administration, s'appelle Samuel Bois. Il n'est pas informé. Il n'est même pas informé. Il y a un congrès. Mais Bello Bouba prend la tête et comme ça. L'UPC, lui, il organise son congrès, on s'en va bien, mais on dit, attends, là, le savoir qui a dit quoi, n'entre pas dans le truc. Voilà, on fait, il faut bassaïser l'UPC, il faut normaliser, comment on peut appeler ça, nordiser l'UNDP, et vont englobamiser le SDF. Voilà comment on commence à créer les bantoustans d'utilisation. Voilà le premier. L'autre, la politique des infiltrations des partis satellites ainsi, parce que les gens sont en mission. Vous voyez, même en France aujourd'hui, vous voyez, on vous dit, Bernard Kouchner est devenu ministre des Affaires étrangères de son opposant. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Donc, comment on l'appelle, Emmanuel Macron vient, il a saccagé la... Non, ça, c'est ce qu'on appelle prostitution. On adhère à un parti politique parce qu'on a une idéologie clairement définie. Il y a une orientation, comment on appelle ça, un programme de gouvernement clairement défini et un projet politique bien. Quand vous sortez de là, vous créez d'abord des courants en son sein et vous faites émerger ces courants-là. Merci. Donc, malheureusement, c'est de la prostitution. Et on ne parlerait pas de transhumance pour vous, on parle plutôt de c'est vos termes savants. prostitution politique. Pas les termes savants. Et vous le savez aujourd'hui, madame, monsieur, on sait comment, ils sont assez nombreux, on ne va pas citer les noms. Peut-être on a vu des photos là, tout à l'heure défiler, vous en savez mieux. Mais Karine Sonti, à votre avis ce matin, sur cette politique-là, cette transhumance politique permanente, est-ce que ceci garantit aux citoyens que nous sommes, nous aux citoyens lambda, que celui pour lequel nous avons jeté, sur lequel nous jetons notre dévolu, peut vraiment être attentiste peut avoir une oreille aux attentes, bien évidemment, des citoyens que nous sommes au moment des votes. Pourquoi vous dites ça bien comme ça? Non. J'essaie de faire ma transhumance politique et non prostitution politique. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une trahison envers les personnes qui vous ont élus. Je le dis pourquoi. Imaginez. Et le peuple alors? Justement, vous trahissez le peuple. Je prends l'exemple particulier à Douala Premier, par exemple, avec ce qui s'est passé. Je ne vais pas prononcer le nom de l'élu qui a fait sa transhumance. Je ne veux pas. Maintenant, ce qui s'est passé, les citoyens de Douala Premier qui ont voté dans le conseil municipal et qui à la fin le voient se rallier par exemple au parti au pouvoir, ils comprendront directement qu'il les a trahis et donc au final il n'était pas là pour les servir eux mais pour servir ses propres intérêts parce qu'au final c'est lui qui s'en sortira gagnant. On ne veut pas savoir pour qui il va travailler après. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après avoir fait confiance à son parti, parce que quand un citoyen vote un individu, il apporte son approbation au parti que représente l'individu. Du coup, quand vous faites votre transhumance, vous quittez de ce parti pour un autre parti, dites-vous bien que non seulement vous trahissez votre parti, mais vous trahissez aussi l'individu qui a voté pour vous. Maintenant, je vais quitter de là, mais il faut bien observer la scène politique pour comprendre quelles sont les périodes auxquelles on assiste à cette transhumance. Pré-électorale, post-électorale et nomination. La période proche des nominations. Ouais. C'est là où vous observez toute cette transhumance politique. Pourquoi? Parce que, à la fois, les intérêts des individus sont parfois plus grands que l'intérêt du parti politique. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la politique au Cameroun et en Afrique en général, les gens croient d'abord en l'individu qui représente le parti avant de croire aux idéologies du parti. Du coup, lorsque l'individu commence à être moins crédible pour vous, vous démissionnez alors que vous avez l'idéologie du parti qui peut faire en sorte que l'individu quitte la tête du parti. Du coup, on quitte de là, on va d'un autre côté. Il ne faut pas confondre avec le fait que dans un parti politique, les gens créent des mouvements. Non, ça c'est de la dissidence politique. Ce n'est pas de la même chose. Donc, quand quelqu'un quitte d'un parti pour un autre, ça c'est de la transhumance. Et maintenant, parfois quand il quitte d'un parti pour un autre, dites-vous bien qu'arrivé là-bas, il ne sera pas reçu tel qu'il est venu. Il faut qu'il prouve aussi dans ce... Il recommence encore l'initiation. Vous
voyez comment quelqu'un qui quitte d'un endroit où il a du pouvoir pour aller ailleurs recommencer l'initiation à l'intégration pour ce parti politique-là. Et là, ça crée encore un gros grabuge dans le sillage démocratique. Mais peut-être au sein du parti en lui-même. Oui, pas seulement le parti. Que ce soit le parti où il est quitté ou le parti où il entre, ça va créer des grabuges. Maintenant, naturellement, la transhumance politique est normale. Dans le jeu politique, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous pouvez ne plus être d'accord avec l'orientation que le parti est en train de prendre à un moment donné de son évolution ou de son mouvement. Vous vous dites non, je ne peux pas rester ici et je pense qu'il est mieux pour moi soit de quitter le parti pour créer un autre parti, soit de quitter le parti pour entrer dans un parti que je juge aujourd'hui plus crédible. Sauf que parfois, vous émettez des critiques par rapport à un parti politique, vous allez dans notre parti politique, vous avez le même système de gestion que dans l'ancien où vous étiez. Et à un moment, on se rallie avec l'ancien parti politique pour faire face à un certain nombre d'événements. Et après, on se sépare ou alors on quitte le parti en abandonnant les nouveaux militants pour entrer dans l'ancien parti. Et là, tout le monde devient fou. Un jeu savamment, j'ai envie de dire, une orchestration bien faite. Et au milieu, c'est le simple militant de base qui, lui, ne connaît rien, qui est l'idiot. Ça veut dire que le Camerounais n'est pas prêt, justement, à la démocratie. C'est ce qu'on doit comprendre, en réalité. Le monde, mon cher ami, même en France ou en Allemagne, vous avez d'abord en Allemagne ces problèmes. Angela Merkel a du mal à faire. En Angleterre, c'est comment? Donc la démocratie comme mode de gouvernance, justement. J'ai dit le politique. Oui. Si vous faites confiance aux hommes politiques, tant pis. Voilà. Même, je pense à des gouvernements qui ont dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Ceux qui y croient, même Bill Clinton. Quand il a été élu, il y a eu une réunion restreinte où sa femme a participé. Et sa femme s'est exclamée lorsqu'on lui a dit que ce que vous avez dit là, vous ne l'avez pas appliqué, vous n'allez jamais l'appliquer au Proche-Moyen-Orient. Et il a dit, mais donc on va faire le contraire de ce qu'on a dit, on s'est tué. Effectivement. Très bien. C'est du bétail politique en même temps. Pour ceux qui font confiance aux hommes politiques. Dominique Audrès donnera son point de vue, mais vous allez nous permettre, madame, messieurs, d'y revenir justement après la pause que nous allons prendre avec vous. Et merci de nous laisser vos messages. Nous les lirons dans la deuxième partie. À tout à l'heure. Allez, bon retour, madame, messieurs. Bon retour à l'instant sur 10-12, le Zénith. Merci pour la confiance, merci pour l'honneur. Merci de rester en notre compagnie. Vous le savez, la grande famille est là pour la deuxième partie avec vous. Et on va certainement, Charles Amel Bathiou, vider, y compris Dominique Audrey Oyengelek, vider ce deuxième, ce point de vue sur la transhumance politique avec vous. Vous avez la parole tout à l'heure et nous nous posions une question de savoir, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux hommes politiques camerounais? C'est-à-dire que de la tête, tous ceux qui sont à la tête des différents partis, tous ceux qui sont même militants dans certains partis politiques, malheureusement pour nous journalistes, la neutralité nous empêche d'être militants. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux hommes politiques au Cameroun, Dominique Audrey, au vu de la transhumance dont a fait écho Charles Amel ce matin? Je crois que les actes parlent pour eux-mêmes, pour toutes les personnes qui sont affiliées à des partis politiques et qui, à la tête de leur parti, ont vécu la transhumance de leur président et autres, se rendent compte effectivement qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ils s'illustrent par une sorte d'égoïsme. Vous êtes dans un parti politique et votre président, entre guillemets, a entrepris des démarches, des négociations pour pouvoir aller d'un parti à l'autre sans à aucun moment s'arrêter et se dire mais maintenant j'ai peut-être 100 militants derrière moi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, c'est de l'égoïsme personnifié qu'on observe chez ces gens-là. Donc la transhumance aujourd'hui pour moi, pour une catégorie de partis politiques, est égale à de l'égoïsme. À côté de ça, moi je vois une sorte, c'est du marchandage économique, tout simplement. Du marchandage économique dans la politique, c'est ça? Oui, c'est d'abord ça, parce que eux, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas l'idéologie. Ce qu'ils veulent à la fin, ce n'est pas le bien-être, le changement, non. Ils vont dans ces partis-là, généralement bien placés, chercher des postes. Ils vont là-bas, on l'a vu
récemment avec les dernières élections, ou bien avec l'absence de certains partis lors des élections municipales. Il y en a qui y allaient parce qu'ils s'attendaient à avoir des postes. Et après, on a vu, même si c'est de façon masquée que les langues se délient, on voit que ces gens-là n'étaient pas pour le changement qu'ils semblent prôner à un certain moment. Et écoutez, par exemple, moi, ce qui me sidère, c'est lorsqu'on leur pose la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a changé, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller de ce côté. Là, les excuses sont tellement bidons, c'est tellement tiré par les cheveux. D'autres vous diront, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il y a d'autres qui vous diront, moi aussi, pourquoi ne pas avoir, je crois, mon chemin de Damas, un truc comme ça. Donc, ils vous diront des trucs comme ça, mais rien de sensé. J'étais perdu. Rien de sensé, oui. Je marchais avec les fous. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Donc, simplement, c'est du marchandage. C'est juste de l'intérêt. Et ce n'est que l'intérêt de ces présidents-là qui est mis en avant. C'est du business en même temps. Rien du tout. Business donc, politique. Pour moi, les populations ont un rôle important à jouer. Sous d'autres cieux, en Occident, par exemple, lorsque quelqu'un décide de se lancer dans la politique, on interroge jusqu'à ses bulletins pour savoir quelle est la moralité de la personne qui voudrait nous représenter. Mais ici au Cameroun, on a... Bon, aujourd'hui, Oyengele se lève et dit que bon, moi, je deviens politicienne, je vais lancer mon parti. Personne ne cherche à savoir si avant j'étais une prostituée. Elle veut être maire chez les Balmains. Oui, ou bien si j'ai fait de la corruption avant, ou bien si j'ai fait du trafic. Et même lorsqu'on sort mes dossiers, d'aucuns vous dira non, elle était plus jeune, ça c'est le passé. Alors que la moralité de ces personnes-là est parfois douteuse. Donc, les populations, lorsque vous voulez accorder votre vote, votre voix ou bien de votre personne à une personne qui se présente comme étant un politicien, vous devez réfléchir à deux fois parce qu'il y a un peu trop de flou idéologique au sein de la classe politique camerounaise. Et à ces gens-là qui utilisent les citoyens, je dirais naïfs, sachez que vous rentrerez pas dans l'histoire mais dans la poubelle de l'histoire. Très bien. Dominique Audrey, ce matin, elle est très dure, hein? Et... Non, mais là, les mots parce qu'il se moque royalement des citoyens, monsieur surtout de ceux-là qui leur font Imaginez, confiance. vous décidez de vous rallier à quelqu'un qui vous dit, je vous promets que non. Ici, dans notre localité, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça. Et après, à quelques jours d'une nomination, il vous dit vraiment, j'ai réfléchi et je crois que désormais, je vais m'amuser avec des félins. Je crois que ce sont la peluche là, ça me plaît. Je vais jouer avec. Qu'est-ce que vous devenez, vous à qui on a promis ça? Et la personne en face qui était censée donner et qui ne l'a pas donné. Vous êtes des dindons de la farce. Donc c'est pour ça que ce sera la poubelle de l'histoire. Charles Lamel. Dominique Audrey parle de poubelle de l'histoire parce qu'en réalité, c'est ce qu'on risquerait de retenir de ces hommes politiques qui sont en permanence dans une transhumance politique. Peut-être aussi, c'est la logique pour pouvoir vivre ou exister en politique. Au Cameroun, comment amener des gens à rester dans une idéologie politique sans s'en exclure? On va d'ailleurs dire que l'un des premiers partis politiques du Cameroun, qui est l'UPC, enfin reconnu dès la naissance du nationalisme camerounais, a connu aujourd'hui une scission. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, pour le deuxième volet de la question, doit-on continuer à faire confiance aux hommes politiques dans une démocratie entre guillemets maquillée, ou il serait mieux que les hommes politiques, ou du moins les chefs d'État africains, le disent de façon ouverte que nous vivons dans la dictature qui semble être le mode de gouvernance approprié pour que tout se passe bien? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que l'objectif de tout ce que vous venez de dire ne porte que sur un objectif précis: brouiller la lisibilité des militants. Il n'y a pas de deux choses. Poser la question aujourd'hui, elle a fait mention à Douala Premier, Bombok a fait mention en tête d'illustration de plusieurs exemples. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui partent abandonnent des orphelins. Souffrez comme ça, ils abandonnent des orphelins. Regardez qu'il a fallu qu'on ait des élections, lors des élections municipales, législatives, qu'on voit le vrai niveau de certains partis, les vraies actions qu'ils ont eu à poser sur le terrain. Quelqu'un allait jusqu'à faire même une lettre de mea culpa, demander pardon,
dire que si on a perdu, si on a fait, je me rends compte que la vanité et tout, je me reconsidère. Vous vous souvenez bien de cette personne qui allait jusqu'à reconnaître et ramener, en voulant ramener. C'était déjà disloqué. Ouais. Parce que lorsque vous partez, le transhumant, le transfuge s'en va. Il altère la confiance entre lui et la base. J'ai décidé de partir. Le dernier cas en date, c'est celui de Jean-Jacques Kindi. Il dit, je pars d'abord, je rallie le RDPC. Je reviendrai organiser la convention, le congrès, pour voir si... Non, mais attendez. Attendez, moi, on organise d'abord le congrès. On prépare je quitte, on prépare sa sortie. Je m'en vais officiellement. Je reste faire ce que vous voulez, ça ne m'intéresse plus. Mais moi, je vous dis, je pars d'abord et je reviens organiser le congrès. Donc, vous vous rendez compte qu'on est en train de brouiller l'esprit, d'endormir le peuple. Le peuple, les militants qui voient en vous l'élu. Voilà le gars qui va venir changer. Voici le gars, si on le suit, c'est un gars qui n'a pas, comment on va dire, il n'a pas le magasin dans son ventre, ça sort. Tout le monde le suit. On l'utilise, on travaille avec lui. Mais un bon matin, il vous dit, j'étais dans l'erreur. Je marchais avec des fous. J'ai été trompé. J'ai été trompé. Je vais parler. Je vais parler. On met le micro, rien ne sort. Donc vous voyez que finalement, quand celui-là se replace pour dire, allons ensemble, on dit qu'avec qui? On sait qu'au Carrefour, tu auras envie de faire pipi, tu vas te retourner, tu vas entrer en brousse. Voilà là le jeu. Et ça arrange le pouvoir. Ça arrange le pouvoir. Le désordre. Oui, ce désordre-là, on pique ici, comme on va dire avec le principe des infiltrations. Ou à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus confiance en personne. Je le dis parce que j'ai écouté Mbambo. Telle personne qui sort, est-ce que ce n'est pas un infiltré? Pour écouter ce que Mbambo a dit, est-ce que ce n'est pas un infiltré? Est-ce que c'est telle personne qui prend des positions fortes? Est-ce que ce n'est pas... Rappelez-vous de ce candidat qui a eu des problèmes, où on a fait sortir des documents sur Facebook, comme quoi il a signé, il a pris de l'argent, et après ce candidat organise une collecte, et chacun lui dit, on t'a vu. On t'a vu, on allait jusqu'à le baptiser Kouagné. Kérosène. Ah, c'est vous qui ajoutez kérosène. Vous voyez un peu ce qu'il y a trait. Donc, regardez le jeu. Et le militant qui se retrouve se rend compte que il vient un cancer qui le ronge à l'intérieur. Il est dans l'entourloupe. Il est dans l'entourloupe. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Voici le nouveau mot. Tout ce que vous voyez dehors, il n'y a rien. Le chef de l'État a quand même pensé à moi, à nous. Il a nommé tel. Oui, vous n'aimez pas tel parti, je suis d'accord. Vous n'aimez pas, mais préservez-moi. C'est grâce à moi qu'il y aura les routes. C'est grâce à moi. Le concept d'élite que développait, pardon, votez-moi que je gagne ici. Ne regardez pas le parti, mais c'est moi. C'est moi qui suis devant vous. Aidez-moi. Et c'est là, on ne vote plus le parti, on vote l'individu. Donc, vous voyez que ça brouille, ça perd le peuple, ça perd le militant. Et à la fin, vous voyez un gars qui se dit, hier j'étais avec tel, aujourd'hui tel m'a dessus. Finalement, on fait comment? Ah, car la politique là, je suis plus dedans. Effectivement, c'est quand on dit, ah, car la politique c'est quoi, je suis plus dedans. Pendant que vous cherchez dans votre sommeil. Non, pendant même que vous dites que vous n'êtes plus dedans, il y a justement une politique. Il y a un parti politique qui est au pouvoir, qui prend la peine justement de préparer ses militants. On prépare les militants, on vous fait vous inscrire sur les listes électorales. Pendant que vous qui êtes censé être avec ceux qui sont de l'opposition, vous disloquez en réalité. Et maintenant, on infiltre les militants de la base. Vous avez vu ça où? Non, pas infiltrer, mais peut-être le mot n'est pas à sa place. Vous avez vu ce parti préparer les militants? Écoutez, mon gars, on a eu prenons le cas du Cameroun, qui est notre pays. Oui, non, alors, souvenez-vous en 2018, avant les élections de musulmans Bengan, on s'est rendu compte que s'inscrire sur les listes électorales, pour certains, c'était... Beaucoup n'y croyaient plus. Tout à fait. Beaucoup n'y croyaient plus. On a réveillé. Oui, beaucoup n'y croyaient plus. Il faut évidemment tirer. C'est quand on va aux élections, permettez-moi de citer, le MRC, de façon officielle, entre guillemets, perd ses élections, que beaucoup se rendent compte que j'aurais dû m'inscrire sur les listes électorales. Effectivement. Le précurseur, c'était Cabral Libi. Effectivement. Non, c'est Cabral Libi. C'est Cabral Libi qui est le précurseur des inscriptions sur les listes électorales. Avec 11 millions de citoyens. Il faut le tirer. Effectivement, mais il a impulsé ce mouvement, mais au final, lui-même, il a été embastillé. Non, c'est pas comme ça. Justement, il faut comprendre ce jeu politique, cher ami. Cessez de dire que le RDPC a mobilisé ses militants pour gagner les élections et tout. Ça n'existe pas. Non, moi je ne l'ai pas dit. Hein. J'ai juste dit un parti. Le parti au pouvoir. Voilà.
Il y en a pas d'autre. Ou alors le parti. Voilà. Il y a un parti au pouvoir, et des partis satellites. Très bien. Il est le parti au pouvoir, il a ses alliés. Le RDPC, si vous voulez avoir ses militants, c'est l'administration publique et les hommes d'affaires, les opérateurs économiques. Les gens là, on leur faisait encore confiance, puisque les gens ne veulent même pas que l'administration contrôle les élections. Non, ne mobilise pas. Il n'y a donc pas de mobilisation. C'est des entourloupes politiques. Donc, vous allez aux élections ou pas, les élections auront lieu avec le taux de participation qu'on aura déterminé à l'avance. Donc, c'est ce mouvement-là que nous vivons. Et c'est systémique et c'est ce système que nous devons changer. Nous devons changer. Ou à la limite, puisque faire confiance aux hommes politiques, c'est un problème, il faut développer la société civile au point où de parvenir, par exemple, dans des sociétés comme en France, où 3-6 mois après, qu'on a élu président là, on croyait à lui, quitte les réformes que tu amènes là, dis-nous là où tu as pris. Tu nous avais pourtant dit que les barrages hydroélectriques, tu allais faire pour qu'on ait le courant électrique, mais maintenant tu bifurques le même projet pour aller là-bas. Vous l'avez vu, donc, les gens 6 mois après ont dit à Macron, cher ami, là où tu nous amènes, c'est pas bon. Et maintenant, là, voilà, il est obligé de se recadrer. Si le citoyen ne doit plus faire confiance, si le citoyen ne doit plus faire confiance à la politique ou aux hommes politiques, en même temps, il est gouverné par des gens qui ne veulent pas et qui n'aiment pas, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des voix. Lesquelles? La revendication populaire? Absolument. Oui. Il y en a beaucoup. L'insurrection? Voilà, les matins du Luther King, les Gandhi, il y a plein de multiples voix. L'Algérie a fait comment? Vous avez vu les révoltes en Algérie? En Algérie, le peuple est... Mais le même peuple s'organise parce que derrière les marcheurs, il y en a qui se promènent avec des sacs poubelles. Qu'est-ce que ça change? Parce que vous avez jeté... Mais si, ils sont quand même aujourd'hui, le président algérien sait que je ne peux pas m'amuser. Au moins, le clan Bouteflika, il y en a qui sont en prison. Et le peuple s'est senti un peu écouté. Un peu écouté, mais pas écouté. Oui, un peu. Et là, il sent quand même que si on descend, ça va baisser. Donc, c'est dans cette logique qu'on doit... Quand vous dites le pouvoir au peuple, et vous n'écoutez pas ce peuple-là. Vous mettez des élites qui réfléchissent au nom du peuple. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Allez, Karine, les messages de nos téléspectateurs ce matin. Chasseur de lions devenu gibier du lion, ça vous surprend? C'est Ali Dao qui nous écrit ce matin. Le flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Le Cameroun est devenu un gâteau national et le champ politique un plateau où les nouveaux politiciens Cameroun du 21e siècle se battent pour une place au soleil pour avoir de quoi remplir sa panse. Les militants sont juste des pions dont on se sert, dont les politiciens, dont se servent les présidents de ces partis pour se faire voir et espérer grappiller quelques postes. Ulrich Cartouzou Assoumou qui nous écrit. Par rapport à l'histoire du jour ce matin, El Hadj Midre nous dit que ce n'est même pas à commenter une mère qui fait des déhanchements à son fils. Mama Wishcraft Nadé, le fils insiste qu'il veut être près de ses enfants. Pourtant, c'est pour prendre du bon temps avec sa mère. Ma soeur, quitte cette famille au plus vite. Alors, par rapport à l'histoire du jour, il ne faudrait pas que nous, les femmes, nous soyons aveuglées par le matériel ou le physique d'un homme, encore moins sa beauté. De nos jours, la tradition a évolué. Ce n'est plus comme à l'époque de nos parents où lorsqu'un homme se présentait chez la fille de la famille de la fiancée pour la prendre en mariage, la famille acceptait directement. Au jour d'aujourd'hui, on mène des investigations sérieuses. Lesquelles investigations sont de savoir comment est la famille. Si toi, l'homme, tu n'es pas sorcier, si ta famille n'est pas sorcière, la liste est exhaustive et la famille de la fille regarde et soit rassurée avant de donner leur fille. J'ai vraiment pitié pour cette dame. En plus, elle est enceinte. Il faudrait seulement qu'elle travaille sur elle et continue à rester dans cette maison, car si elle quitte son mari, elle mourra puisqu'il saura qu'elle connaît et qu'il est dans quoi, et qu'il est dans quelque chose. Elle va le tuer. Elle va le tuer, oui, pour qu'il n'aille. Il va la tuer pour qu'il n'aille pas raconter. C'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est effectivement aujourd'hui qu'il n'y a plus d'investigation. C'est à l'époque de nos parents qu'on investiguait.
qu'on investiguait, mais justement, c'est à l'époque de nos parents qu'on investiguait. On ne menait pas, on n'acceptait pas l'homme au premier venu, la femme non plus. On allait jusqu'à savoir la provenance, parce que d'abord en Afrique, on tient Dieu du sang. Quelle est sa descendance? On montre la descendance du père et de la mère de chacun. Pour voir s'il n'y a pas d'acquaintance, premièrement. Deuxièmement, est-ce que là où ma fille va, ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas de... Est-ce qu'on accouche là-bas? Est-ce que... C'est aujourd'hui qu'il n'y a plus d'investigation, malheureusement. Charles Amem Bachou. Monsieur Michel Ngachou, au Sénégal, lorsqu'on nomme un ministre, la première personne qui consulte avant toute chose, c'est son marabout. Chaque famille a son marabout. Oui. Je parle, permettez-moi de parler trivialement pour que les gens comprennent. Oui, j'aurais dit son prêtre, mais je dis chaque famille a son marabout. Rappelez-vous, vous avez vu sur la toile, le véhicule du président a eu un souci. En plein feu. En pleine... Il a eu un souci en pleine route. Aussitôt qu'il est parti de là, il est allé rencontrer son... C'est connu. Chaque quartier avait son prêtre. Dans l'Afrique, je vous ai dit la dernière fois que ici, là-dessus, nous sommes sur le plateau avec Mbongo Mbengan Kandji. Mais Mbongo Mbengan, avant de prendre toute décision, va rencontrer Mbongo Palao. À Andokoti. C'est lui qui coiffe. Je le dis, il est assis. C'est lui qui coiffe. Il va d'abord le voir pour lui dire, je suis sur ton territoire, je te respecte. S'il y a n'importe quel problème, c'est Mbongo Palao qui prend dans le Vouri. Je le dis, Mbongo Kassi, c'est lui qui prend les responsabilités. Il peut dire, ok, puisque ça arrivé, je n'ai pas le temps, vas-y. Mais c'est son territoire. Or, où est passé ça? Et c'est là où j'accuse l'association des sorciers encore. Je les accuse. Oui, je les accuse. Mais oui. Non, parce que si ils sont laxistes. Oui. Une bouche passée. Vous arrivez en Dogbon, j'ai pris le cas de Babo. Vous arrivez en Dogbon, il doit avoir un qui regarde le quartier. La nuit, il sillonne avec son balai, il contrôle. Il voit. Ce genre de famille était détecté. Je vous assure. Parce que ces enfants ne vont pas jouer. Est-ce que vous savez, je vais vous dire, nous avons été au lycée. J'ai marché avec des jeunes, monsieur Michel Ngachou. Les parents étaient dans des ordres mystiques. Les parents ont initié leurs enfants dans les ordres mystiques. Oui. Les enfants venaient nous initier à l'école. Oui. Venaient nous comprendre. Oui, je vous dis oui. Je suis allé jusqu'à l'internat. Il y a le fils de quelqu'un, je le dis, qui est venu jusqu'à vouloir m'initier. Je lui ai dit, tu es mal tombé. Tu es mal tombé, je vais t'avaler. Je vais t'avaler. Je le dis ici pour dire que ne voyez pas que c'est seulement les grands. Ces gens initient leurs enfants. Vous voyez ces enfants qui viennent à la maison jouer avec vos enfants, ils ont un type de jeu précis. Observez. Ouais. Ne dites pas seulement que ah non, ma fille marche avec les bobos, mon fils marche avec les bobos. Pour des parents complexés. Ils disent que mon enfant n'a marché avec les bobos. Non, ces enfants quand ils viennent, ce sont des vierges qu'on utilise. Ouais. Si vous voyez l'hôtel, c'est des jeunes filles nues, il y a des célébrations où des jeunes filles nues sont couchées sur la table, de la même chose que le prêtre catholique baise la table avant le début. Il y a des rituels, on le sait. Je ne dévoile rien, mais je dis ici, monsieur Michel Ngachou, mais c'est connu. Je le dis que l'association des sorciers, je les en veux. Donc, ils doivent poster des gars dans tous les quartiers. Oui, mais est-ce que c'est public alors? Parce que si au Cameroun, hein, la sorcellerie est punissable, vous le savez très bien. Non, écoutez, quand on dit sorcellerie, on ne veut pas dire, c'est pas le genre là. Non, quand on dit, il ne faut pas. Vous savez, dans un village. Non, vous connaissez l'histoire quand même du sorcier qui arrivait. Non, le code pénal camerounais permet que quand on dit, comment on juge les affaires de sorcellerie au tribunal? Mais lorsque vous amenez un sorcier au tribunal, parce qu'il y a eu un souci, il y a un problème qui a été posé contre le sorcier, et qu'il prenne un papa et qu'il mette cet papa à côté de vous. Mais mettez-moi, je vais finir. Et qu'il vous dise, vous êtes le juge, d'accord, vous voulez me juger, c'est bien. Essayez de défendre la papaye. Que tout est rangé de l'intérieur. Vous le jugerez sur la base de quoi? Non, mais justement parce qu'il y a les sorciers là qui expliquent au juge que tel est sorcier. Toi, c'est pour ça, et démontre que aller le prendre les sorciers, ils viennent donc de montrer parce que l'autre qui est à l'association des sorciers a prêté serment devant le tribunal pour combattre les sorciers. Vous avez connu le Kadi? Donc, et tout. Le Kadi, en pays bamileke. Oui. Chaque année, on organisait le Kadi. Oui, le Kadi. Oui. On organisait le Kadi. Pareil sur les doigts là. Dans les chefs. Oui, parce qu'on dit, on ne comprend pas. À Fumban, trop de kidnappings d'enfants. Ici, là, il y a trop. L'eau a tué 2 ou 3 enfants cette année. Non, on organise un mauvais grain. Ouais.
C'est ça, c'est pour ça que je dis je les appuie. Même dans les grandes Ils ne travaillent célébrations, plus. En période, il y a le Ndjek chez nous. même pendant les grandes célébrations comme les congrès et autres, là, on fait souvent ça. La Allez. culture est belle. Hein. Merci. Hein, pardon? La culture est trop belle. Oui, Elle arrive peu à peu. On va applaudir enfin. La Écoutez, culture je bamileke, ne trahis pas de secret. À la suite justement de Dominique Audrey, vous avez aujourd'hui, vous, des millions de fanas qui pensent que chaque jour, vous les ramenez à leur originalité, à leur authenticité. Et c'est le temps justement de dire Simbo Mbengan, merci pour le travail que vous faites. Peut-être c'est pas à moi de le dire, mais comment dire, je paraphrase en fait ce que d'aucuns me demandent de vous renvoyer. Merci de leur ramener à leur source. Parce qu'en réalité, les Africains, pour beaucoup, sont perdus. Beaucoup ne savent même pas d'où ils viennent. Beaucoup ne connaissent rien de leur village. Et peut-être nos enseignements au quotidien permettent à ceux-là de se retrouver finalement. Il va falloir que le travail aille plus loin. Bon, on compte sur vous. Vraiment. Oui, il faut énormément. Pourvu que les lois de nos républiques participent à la régulation sociale. Ouais. Comment on peut admettre qu'un monsieur arrive, il viole et assassine les enfants de son grand frère Et on ne lui fait rien. et on ne lui fait rien? Nous, le droit coutumier qu'on avait à l'époque, quand il dit non, nous on ne fait pas de test ADN. On te dit tu as 3 jours, viens dire. Il ne dit pas tant pis. C'est comme ça. Il y a Merci. le Ndjek et lui-même avant de mourir va dire oui, c'est moi qui ai fait. On dit il fallait dire avant. Comme tu as dit après, pas. C'est comme ça. Merci Mbombo. Vraiment, il y a tellement de messages ce matin. Vous êtes des milliers là en ce moment connectés. En nous regardant, on ne sait pas par quel chemin commencer. Mais Karine me fait quand même l'aveu, me dit Michel, rapidement, il faudrait qu'on parle de cette revue des réseaux sociaux. En début d'émission, elle vous a donné... Oui, vous me l'avez dit, vous me l'avez soufflé à l'oreille. Elle vous a dit en début d'émission qu'elle avait capté pour vous cette image qui fait le tour de la toile. Et à côté de ça, madame, monsieur, tenez-vous prêts. Karine Son, c'est avec vous. Vraiment, l'image est là, on va parler de ça après. On commence par le coronavirus. D'accord. Alors, après moult réflexions à l'endroit du remède malgache, l'OMS décide finalement de s'associer avec Madagascar pour améliorer la formule du Covid organique. On écoute un peu cet extrait. Last time we met face to face was in February on the margins of the African Union in February 2019, and we had a very productive discussion. And of course, not face to face this time, virtually, but very glad to see you again. Également, j'ai un bon souvenir de notre rencontre quand on était à Addis Abeba. Effectivement, nous avons beaucoup de projets pour améliorer la santé des Malagasy. Actuellement, je tiens à vous dire que on travaille beaucoup avec l'OMS. Depuis que je suis à la tête du pays, l'année dernière, nous avons pu éradiquer en grande partie la rougeole à Madagascar. Yes, no, thank you so much. What was clear during our meeting was your commitment to health. And I was very, very appreciative of that. And I know and I remember how directly you were engaged to stop the measles outbreak. And that was completed with success. And thank you. Là, c'est l'entretien que le président malgache a eu il y a eu 2 jours avec le président de André Rajoelina, qui était aux côtés du patron de l'OMS, qui reconnaît cette fois-ci qu'il y a quand même une avancée avec le Covid organique et veut cette fois-là faire un certain nombre de choses. Car je vous laisse la parole. Oui, notamment au cours de cet entretien, il a annoncé le 20 mai, c'était le 20 mai dernier, qu'ils vont signer un contrat qui permettra aux 2 parties de conserver le secret notamment de ce médicament-là, amélioré, de la formule améliorée du Covid organique et pourra maintenant être distribué dans tous les autres pays africains. Et il y a quand même, vraiment en quelques minutes, vraiment, on ne devrait pas avoir peur de la proximité de l'OMS et de Madagascar. Avoir peur. Moi, je dis, vous avez une boisson alcoolisée que l'on consomme, celle qui est toute noire,
noix qui est vendue dans tout le monde entier. On n'a jamais eu la formule. Sauf en Corée du Nord. Non, on n'a jamais eu la formule de cette boisson. Il y a plein de produits. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on prenne, quand Madagascar prenne le protocole, quand Madagascar a un laboratoire, quand les évaluations, les observations, tout a été fait au niveau de Madagascar et ça a porté ses fruits. C'est de arrache-pied que Madagascar dise que vous voulez ou non, on ne commande pas vos produits, on va appliquer les nôtres. Qu'ils se rendent compte que ça porte quand même les fruits et qu'on dise aujourd'hui, ensemble, nous voulons travailler. Non, j'estime que Madagascar devrait arracher. Ça devrait être comme la pénicilline, ça devrait être comme le vaccin du BCG au Vietnam. Chacun devrait tenir. Ça devrait être aussi comme au Cameroun. On doit se battre effectivement pour prendre le médicament de Monseigneur Cléda, essayer d'en faire des études et tout. C'est ça. À défaut de ça, on n'aura pas une indépendance. Super. Michel Bon, Bengan, finalement, l'Union africaine ne se prononce pas. Cette fois-là, c'est l'OMS qui semble vraiment aller auprès de Madagascar. On aurait bien voulu que les chefs d'État africains se prononcent et encouragent l'initiative de Madagascar. Oui, Certains l'ont fait déjà en passant. Non, justement, vous posez là le problème de souveraineté de nos États. Nous n'avons pas, nos États ne sont pas souverains. N'écoutez pas les discours officiels qu'on vous affuble là. La chose que je voudrais à la suite de Charles Hamel proposer à Madagascar, je pense que c'est ce qui devrait être fait et qui pourrait être fait et que Madagascar va appuyer sur ce point-là, c'est que tous les laboratoires, toute la fabrication se passe à Madagascar. À Madagascar. D'abord, quand vous entendez souvent parler de transfert de technologie, il ne va pas emmener ça aux États-Unis, je ne sais pas où, pour venir. Non, que l'OMS, si c'est une institution vraiment qui parle de la santé, qu'on donne un budget conséquent à Madagascar, que Madagascar développe ce laboratoire, développe son usine de fabrication et de production et pour vendre. Là, on verra et qu'on dise on va à Madagascar, on fait des commandes à Madagascar. Dominique Audrey, vous êtes plutôt ça heureux. Ça commencera comme ça, la décolonisation de la recherche. Effectivement, on parlait de décolonisation de la recherche. Dominique Audrey, vous croyez cette fois-ci quand même que c'est une belle initiative, c'est une victoire pour l'Afrique, notamment pour Madagascar? C'est un piège. C'est un piège, vous dites? Moi, je vois en ça un piège. Parce que en quelques jours, que le revirement soit aussi... en tout cas, peut-être aussi rapide. Peut-être c'est la suspicion que j'ai de nature, mais moi, non, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je ne vois en ça rien de bon. Maintenant, si l'OMS voudrait que d'autres pays utilisent les produits de Madagascar, mais que les pays commandent, tout simplement, sans que forcément il y ait de contrats à signer, et tout comme les autres pays africains ont fait, que si les États-Unis veulent avoir les produits, qu'ils appellent le président et qu'ils demandent qu'on le leur envoie, sans toutefois divulguer quelque information que ce soit à ce pays-là. Parce que moi, la crainte aussi, c'est que si jamais ils maîtrisent le protocole, ils vont aller faire des produits de leur côté, tout en sabotant le produit de Madagascar. L'autre crainte que j'ai aussi, c'est qu'ils envoient même des infiltrés auprès de Madagascar. On ne sait jamais. Donc vraiment qu'ils gardent ça, parce que c'est la seule chose qu'ils pourraient avoir contre ces organisations-là. Merci beaucoup. Donc pour moi, non. Merci pour ce point de vue. Non. Karine Santia, c'est un moment, un point de vue, et puis on passe au deuxième sujet. Moi, j'ai 3 hypothèses. Soit cette collaboration va nous permettre d'être obligés d'accepter le vaccin en nous obligeant de consommer forcément le remède malgache. Soit cette collaboration va obliger Madagascar à céder le protocole de fabrication de son produit à l'OMS. Soit ce sera comme un tremplin, notamment pour Madagascar, de devenir un hub de fabrication de médicaments dans le monde. Pourquoi pas? Donc, il y a 3 hypothèses, mais les 2 premières me semblent les plus probables à mon avis. Et j'ai l'impression qu'on veut pervertir quelque chose pour nous faire admettre une autre. Non, donc, attendez. vous restez prudente. Dans les textes des Nations Unies, vous avez, lorsque il a dit, vous devez préserver que j'avoue que parler souvent de droits d'auteur, de propriété intellectuelle, l'OMS a l'obligation de tenir secret. Si jamais un chercheur se trouverait dans une logique de reproduire, ce serait de la contrefaçon, il serait frappé. Et là, c'est tout le système des Nations Unies qui devrait frapper. Maintenant, est-ce que Madagascar ou l'Union africaine
ont la possibilité d'aller jusque-là, c'est ce que nous souhaitons. Ça, il faut garder ce secret-là. Je pense que c'est pour ça que le président malgache tient à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il parle de système, il est quand même membre des Nations Unies. Ça veut dire qu'il est dans l'optique que c'est l'OMS qui doit valider. L'OMS ne peut donc pas valider quelque chose qu'il n'a pas vérifié. Mais c'est déjà bien le rapprochement de l'OMS. L'autre chose, oui, c'est très bien. L'autre chose, c'est que le produit malgache est également un vaccin. C'est également un vaccin. C'est préventif et c'est curatif. Donc c'est ça, en fait, ça peut, si on lui donne les moyens de vulgariser son produit, ça va donc nous préserver le vaccin de Bill Gates qu'on va financer les expérimentations des vaccins. Donc voilà, c'est pour cette raison que je souhaite que le Cameroun, comme on ne veut pas prendre les recettes de l'association des sorciers du Cameroun, au moins qu'on prenne de crédits, qu'on l'aligne. Dans le même sillage. Moi j'insiste ici, on pourra tout me dire. Je dis qu'on a le docteur Tazon qui est là à Mais Bébanda. Les gens ne veulent pas. Qu'on commence au moins par là aussi, nous on va venir. Il y a au moins 4 protocoles. Qui a mis sur pied également Corovitaz, qui dit aujourd'hui avoir soigné au moins 200 cas de personnes qui souffraient du Covid-19. On va progressivement. C'est assez compliqué. Donc il faut vraiment s'ouvrir. Ce n'est pas décolonisé. Madagascar, c'est le président qui a parlé. Ici, c'est des individus qui parlent. Vous voyez, le laboratoire national, le laboratoire national de recherche de plantes médicinales ne dit rien. Il dit qu'il fabrique les chloroquines. Et le président je ne sais pas. Le président vient dire qu'il faut favoriser. Et il ne nous appelle pas. Donc, c'est sérieux. Le ministère a déjà fait comme ça. Parce qu'il n'y a pas de chloroquine à Banganté. Banganté, il n'y a pas de chloroquine à Banganté. Oui, mais les hôpitaux en souffrent, effectivement. Oui, mais le ministère, madame Madeleine... Elle avait dit qu'il n'y a pas les intrants. Il n'y a pas d'intrants jusqu'ici. Bon, allez, deuxième sujet, Karine Santia, on évolue. Deuxième sujet, on s'intéresse notamment à cette vidéo du sous-préfet des Bolova Premier qui fait le tour de la toile. Il est un peu comme un jet-setter dans cette vidéo. On vous permettra notamment de la regarder au même moment que nous et vous allez confirmer peut-être l'opulence qui pourrait pousser notamment nos administrateurs civils à intimer des ordres aux chefs traditionnels. Alors, le groupement Fallait 2, dans le cadre de ma tournée de prise de contact, a fait de moi Nyamoto Ayok. Voilà les attributs. Cette pipe qui dégage la fumée de pouvoir. Cette fumée qui me permet de soumettre tous les peuplades de mon territoire de commandement. Ainsi que cette canne, symbole de pouvoir traditionnel dans la tribu Ekambeti. Cette canne qui m'a été offerte par le chef supérieur du groupement Fallait 2 et qui symbolise le pouvoir. Mais je l'ai assimilé à la canne que le Seigneur avait donnée à Moïse lorsqu'il conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise. J'ai dit au peuple de Fallait 2 que et je leur ai dit grandement merci pour tout ce pouvoir traditionnel qu'ils m'ont conçu aujourd'hui. Nyamoto Ayok, c'est mon nouveau titre traditionnel et coutumier dans la région du Sud. Et très bientôt, nous organiserons la cérémonie d'intronisation officielle de M. Mvoro en qualité de Nyamoto Ayok. Voilà, vous avez regardé avec nous et vous avez écouté. Nyamoto Ayok. Ça veut dire la chose simple suivante. Les royaumes ont précédé la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être gouverneur, préfet, ministre, président de la République. Vous êtes
sur le pouvoir des ancêtres. C'est ça qui est le suprême, en fait. Et comment vous expliquez que Lui-même. la République, que l'homme de la République, l'autorité administrative, vienne à chiffonner le royaume, la majesté? Ça fait partie des déviances et c'est pour cela que nos républiques ne marchent pas bien. Quand vous chiffonnez une autorité traditionnelle, ça veut dire que vous avez insulté votre père, votre grand-père et vos arrière-grands-pères. Vous les insultez au moment où ils citent la Bible, qui leur dit « Honore ton père et ta mère », tu les insultes, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien accomplir ta mission. Et tu viens que de malédiction en malédiction. Et le drame, c'est que cette malédiction-là est au sein de toutes les autorités administratives, au sein de tout l'appareil d'ailleurs administratif de l'État. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas. Les repères, c'est qui? Qui dit les repères? C'est l'autorité traditionnelle qui donne des repères. Lui donc qui administre, on l'appelait chef d'État. Pourquoi veut-il organiser une cérémonie publique pour de célébrer la désignation de Amoto Ayok. Nyamoto Ayok. Ça veut dire que Nyamoto Ayok est au-dessus du pouvoir, du décret qu'on lui a donné. C'est pas un peu la folie qu'a pris les Camerounais Non, lors de l'arrivée? Il y a eu une tournée, n'est-ce pas, qui a été faite par une autorité et qui aujourd'hui, beaucoup de Camerounais disent, c'est vous les Camerounais qui êtes justement à l'origine de ce qui vous arrive parce que vous lui avez tout donné. Non. Je vous dis pourquoi le président Biya lui-même, à la suite, en marge de comice, il est allé prendre le titre de Nomgui. Ah, vous parlez de lui, d'accord. Oui, absolument. Ok. Non, vous savez, l'Afrique est un peuple hospitalier. Il n'y a jamais eu de guerre de religion en Afrique, contrairement à ce que l'on vous dit, le guerre de pouvoir, le ceci. Même ce que la Bible a mal traduit entre les rivalités qu'il y avait entre les pharaons et Jéthro. Les royaumes. Et Jéthro d'Éthiopie, ce n'était pas ce que la Bible vous raconte là. Donc, en réalité, ils savent, tout le monde le sait. Même Jacques Chirac venait consulter les marabouts chez nous. Ils viennent là tout le temps. Tout le temps, et au Sénégal. Tout le temps. Tout le monde, c'est nous qui détenons le pouvoir. Le pouvoir n'est pas le décret, n'est pas vous venez, c'est malheureusement c'est l'inverse aujourd'hui. On a fait le pouvoir, on l'a spirituellement, mais dans les actes, Charlemagne, on ne sent pas ça. Comment vous avez vu la sortie du sous-préfet, le prochain Amoto, hein? Amoto Ayok, Nyamoto Ayok? Je l'analyse sur un triptyque. Le premier, c'est que le pouvoir traditionnel est à vie. Ad vitam aeternam. Tout à fait. Alors que lui, un décret de 17 heures, le dégomme, il ne vit même plus. Son nom même s'efface. Dans le Nyamoto Ayok, là, non, je dis, ça s'efface. Première chose. Deuxième chose, il rivalise. Il semble rivaliser. Il semble dans le ton. Il a un ton pédant, imbu de lui-même. Suivez le ton. Nyamoto Ayok. Pour guider le peuple. Il n'est pas le chef de l'État. Non, il a dit pour souffler la fumée pour dominer. Oui, dominer. Alors que nous, le pouvoir traditionnel, on ne domine pas. Vous recevez... vous recevez... J'appelle ça... Vous recevez un encouragement. Les gens disent, j'ai reçu un titre de notabilité, c'est zéro. Vous recevez un encouragement. On dit, on vous encourage. Mais vous venez dire que c'est pour fumer, dominer. Attendez, c'est grave. Ça veut dire que tout ce qu'il a appris à l'ENAM, il n'a rien appris. Ah oui, allez, vous avez du pouvoir, mais utilisez-en un peu. Allez gérer avec les collectivités décentralisées. Ce sont elles qui ont le pouvoir. Accompagnez-la, mais suivez son ton. Premier point. Le deuxième point, il a une tenue administrative. Il a une tenue administrative qui demande un certain comportement. En tant que sous-préfet ou préfet, ça demande un comportement, une attitude. S'il voulait se vanter d'être Nyamoto Ayok, il devait mettre une tenue traditionnelle. Qui n'a pas eu. Hein, non, il devait mettre une tenue, enlever la tenue de la République, mettre une tenue traditionnelle. Maintenant, c'est Nyamoto Ayok qui vous parle. Par ailleurs, sous-préfet de ceci, je fume la fumée pour dominer sur le peuple. Oui, on va vous suivre.
Là, on vous suit. Mais ce qu'il est en train de faire, il bafoue. J'irais même très loin en disant, il se compare au Nongui. Et des actions comme cela doivent être sanctionnées sévèrement. J'espère que le ministre Atanga d'Ivoire, désormais, quel est le pouvoir qu'il a donné à ses différents collaborateurs. Oui, voilà ce que le ministre Atanga dit, donner le pouvoir à ses collaborateurs. De prendre, de destituer qui veut, d'envoyer qui veut dans le village de si je savais et de gérer. Voilà dans ce qu'on est en train d'aller. Et ce type de comportement, c'est grave pour une république. Dominique Audrey, c'est prononcé le sujet? Non, pas encore. Dominique Audrey, votre point de vue sur le Nyamoto Ayok, juste après celle de Charles Amembachou, et on est un peu scandalisé quand même. Vous savez que moi, je n'aime pas parler des choses qui ne servent foutrement à rien. Parce que si vous me demandez, ou bien si vous demandez à la personne, la vidéo, c'était quoi le projet, c'était quoi l'objet, en quoi ça aide, en quoi ça paye les factures, en quoi ça va améliorer la vie des populations des Bolo, puisqu'on n'y est, rien du tout. Je pense que les uns et les autres gagneraient à faire un profil bas, à se taire à certains moments. Quand on regarde même l'endroit où vous faites la vidéo, Nyamoto Ayok n'avait personne pour arrêter le téléphone pour qu'on puisse bien voir tout cet apparat. Honnêtement, moi, il y a un mot qui m'a énervé dans cette histoire. Il dit que cette pipe, la fumée qui va en sortir va assujettir la peuplade. Peuplade est tellement péjoratif. Mais vraiment, c'est tellement péjoratif. Vous estimez que les populations des Bolo-Va sont... C'est quoi le mot? Sont barbares, villageoises, inévoluées. Vous avez le pouvoir. Vraiment, ça, on ne peut pas vous l'enlever. Mais le minimum, donnez un peu de respect aux personnes que vous administrez. Vous ne pouvez plus traiter le peuple camerounais de peuplade. D'abord que population est d'abord péjoratif. Maintenant, peuplade, c'est un groupement d'analphabètes. Un groupement de personnes comme ça. Qui n'ont pas d'histoire. En réalité. Non. Et pourtant, lui-même, il s'appelle Mvogo. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Vous êtes tout ce que vous voulez, mais respectez les gens. Respecter les gens. Est-ce que c'est pas ce qui fait que la République aujourd'hui va mal? Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui crée des frustrations. Ça crée des frustrations qui sont telles qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, encore on va dire c'est Mvogo. Mvogo va dire que c'est Ngachu qui parle parce que non, mais non. Mais à un moment donné, la condescendance, le pédantisme, est-ce que c'est des qualités qu'on devrait reconnaître aujourd'hui à une autorité administrative que non? Mais je ne vous raconte peut-être pas une histoire. Dès mon arrivée, vous me permettez. Oui, écoutez, moi j'ai pas mal d'amis qui sont aujourd'hui devenus, d'ailleurs, ils sont connus, hein, qui sont sortis de l'école de l'administration, de la magistrature, avec qui on a fait des bancs, qui sont pour beaucoup des procureurs, pour beaucoup et ils sont de la même trame? Oui, il y a plein qui sont procureurs, qui sont sous-préfets, ils sont nombreux, mes camarades de classe. Imaginez-vous, moi j'arrive à Equinox il y a quelques temps, et un jour, mon rédacteur en chef me dit, mais monsieur Ngachu, vous irez me faire un reportage avec Warren Zede à tel endroit. Je vous dis, nous y sommes arrivés, il était 8h du matin. Nous étions les premiers arrivés. On y a passé toute la journée avec une tournée du sous-préfet. Alors on est parti de 8h à 21h dans sa tournée du sous-préfet. Ce qui m'a outré en tant que journaliste, d'ailleurs nous à Equinox on ne demande pas l'argent aux gens, on ne demande pas, c'est interdit chez nous dans notre logique. Ce qui était écœurant, partez d'abord, on vous verra après, on vous appellera après. J'ai dit, moi, il faudrait que M. me chasse du travail. Mais non, il y a une manière de parler aux gens. La condescendance, ça n'a pas de place, mais il faut arrêter à un moment donné. Donc pour dire que ce qui se passe là, avec l'attitude justement de cet homme, est la preuve. Allez voir les sous-préfets comment ils se comportent avec les gens. Allez demander l'audience. Vous verrez, vous me direz, sur la même Bachou. Allez même à Yaoundé, où moi je connais pas mal de personnes au niveau de la province ou de la région. Demandez l'audience à rencontrer. Oui, il y a l'audience. Mais non, il y a des audiences, vous le rencontrez pour d'autres petites choses. Donc c'est pour dire, c'est compliqué. Donc vraiment, on évolue. Votre jeunesse, c'est dans les problèmes que vous aurez à résoudre. Non, pour nous qui sommes jeunes. Oui, c'est un aîné me le rappelait encore. C'est que tu as les problèmes qui nous tuent, il y a le problème de protocole. Les gens aiment le protocole. Tu me parles comme ça. Tu sais qui je suis. Donc c'est ça ce protocole. Donc en fait, c'est bien que ça vous irrite.
Comme ça, et le seul conseil que je peux vous donner, c'est que ne vous en occupez pas. Merci. Donc, vous ne vous en occupez pas, vous allez faire votre travail. Et on en parlait juste parce qu'il y avait un cas patent, il fallait justement donner cet exemple-là non, mais cette situation, pour mieux comprendre. Cette situation remet en cause trop de choses. D'abord, la considération que nos administrateurs civils ont des administrés, parce qu'on aimerait qu'ils se rapprochent de nous, mais sauf que là, ils nous montrent qu'ils sont très loin, mais loin à des années-lumière des administrés. Pourquoi? Parce que la pipe qu'il a ne lui donne pas le pouvoir sur les administrés. Il a eu un titre qui ne le met pas au-dessus. Il n'a pas eu un titre. Il a été encouragé. Cet encouragement ne lui donne aucun pouvoir sur le peuple, en principe. Et c'est ça donc qui est bien, contrairement à ce que vous aurez pensé. Il en fait mal, tant pis. C'est donc ça. L'autre versant du pouvoir traditionnel. Nous qui sommes détenteurs, moi je ne peux pas démissionner de mon statut de Mbombo. C'est à vie. C'est à vie. Et on nous dit, vous êtes le guide. On ne soumet personne. Lui n'est pas le guide. On ne soumet personne. Mais on dit, les pipes, nous en avons les pipes. Il a outragé même le guide. Non, il n'est pas le guide. Il a outragé le guide. Il confond donc la fumée qui sort de la pipe, ça vous transmet quoi? Non, c'est l'odeur de la justice dans la contrée. Est-ce que même le guide était obligé de lui donner ça? La justice, l'objectivité, c'est ça en fait. Est-ce que le guide lui-même était obligé de lui donner? Il n'est pas le guide. Non, le principal guide, est-ce que tu es obligé de monsieur Michel Ngacho, dans les usages traditionnels, lorsqu'on vous accueille, on doit vous témoigner, n'est-ce pas, notre acceptation de votre présence. Et en pays et quand, Betty, lorsque vous arrivez, on dit vous êtes assis. Première chose, c'est un verre d'eau. Pour vous dire, assieds-toi, prends un verre d'eau, vous buvez. Vous nous dites pourquoi vous êtes là. Il a été demandé par le chef de l'État de venir travailler avec vous. Ok, comme tu viens travailler avec nous, moi le Koukouma, tu es la seule personne à qui je peux tendre la main parce que tu es envoyé. Pour que tu puisses, il faut que tu sois un peu à mon niveau. Pour être à mon niveau, je t'offre la pipe, je t'offre le symbole de mais jamais tu ne seras moi. Mais jamais tu ne seras moi. D'où va-t-il, d'où vient-il qu'il se lève pour dire que la fumée, si c'est pour les peuplades, franchement. Merci à vous. Merci à vous, cher Lamel. Et Karine, je ne sais pas s'il y a un dernier sujet. Il y a un dernier sujet. C'est très important. Le sujet notamment de la vidéo du président de la République qui a fait le tour de la toile et dont on nous disait hier, avec des publications, le chef de l'État fait le tour de la ville, le chef de l'État fait le tour de la ville sur Internet, parler encore et ainsi de suite. Et puis les experts de Facebook nous ont dit que c'est une vidéo qui date de 2018. Oui. Attends, qui a posté la vidéo? On nous fait savoir, d'ailleurs, toujours les experts nous font savoir que ça sort des officines. Voilà, on ne va pas discuter des trucs, ce n'est pas des sources officielles qui ont posté la vidéo. Donc, les gens se baladent. On a piraté à un moment donné le compte de la présidente de la République en y mettant des événements qui étaient passés longtemps avant. Bon, les gens peuvent s'amuser à faire d'un certain... Internet est devenu un lieu par excellence où un kidam peut critiquer un prix Nobel. Donc, vous n'allez pas... Bon, si ça venait des sources officielles, on aurait dit que ce n'est pas une bonne chose. Mais si c'est des amusements des enfants du quartier... Ah ben ça a pris de l'ampleur, hein. Charles Mathieu. Et un proverbe qui dit « Abo menti qui vient de loin ». Abo menti qui vient de loin. Quand il sort de chez lui, il traverse Tinga. On devait voir le président qui passe par Tinga. Voilà. Ça, c'est filmé par les gens de Tinga. On le voit qui passe à Lonkak. Petite parenthèse, cette photo a été prise exactement à l'entrée, la première entrée du palais des congrès. Je n'ai pas voulu commenter. Voilà. Puisque je le connais. Cette image. Mais c'est seule cette image qui a tourné. Soit on a chassé tous les gens, que le président va passer, quitter là, pour ne pas filmer. C'est la toute première chose. Dès qu'on suit des sirènes, les gars sortent le téléphone. Oui. Mais apparemment, il est debout, il est en train de saler. Oh, c'est la seule vidéo qu'on a vue. Conséquence, ça a été préparé. Très bien. Je ne suis pas expert. Hein. Manipulation ou pas, votre avis? Non, je ne suis pas expert. N'est-ce pas?
Vous savez, c'est des pirates. Moi, je dis c'est des pirates. Puisque les gens étaient à Yaoundé hier, il n'y a pas eu de trucs. Non, c'est des pirates. C'est des bandits du J'ai appelé des amis qui sont à Tinga en leur disant, mais vous êtes à Tinga, est-ce que vous me confirmez que le show était passé par là? Réaction. Mais il est où? Nous, on ne le voit pas. Il n'est pas encore passé à ce niveau. Monsieur Michel Ngachou, un analphabète est plus dangereux que la mort. Vous savez pourquoi? Pendant longtemps, vous avez dévancé ces experts sur Facebook. Vous déshabillez les vidéos. Ils sont entrés dans votre jeu maintenant. Ils vont vous embrouiller. Je vous assure. Vous avez des coups d'avance sur eux. Dès qu'ils sont dit non, ça c'est deepfake. Il faut que ça c'est softfake. Vous faites comme ça, ce n'est pas ça. Maintenant ils ont l'avance sur vous. Vous ne savez pas de quoi parler. Les experts sont allés jusqu'à nous montrer que. Non, mais je vous le dis. Avant dimanche, vous allez le voir en train de manger dans un restaurant. Attendez. Vous avez vu le commentaire. Qu'est-ce que je veux dire? Le discours la dernière fois. Ils nous ont trouvé que les peaux droites était plus longue que les peaux gauches. Je vous le dis, je dis, monsieur Michel Ngachou, vous allez le voir dire vraiment les mesures d'assouplissement. Moi-même, je suis à Bastos. Ils vont vous dévancer. Allez, Dominique Audrey, juste le temps de dire merci cette semaine à nos téléspectateurs qui sont assez nombreux et surtout souhaiter bonne fête de Ramadan à ceux qui vont certainement la fêter. Hein. Bien sûr, j'aurais été encore ma position. Je suis ouverte à toutes les invitations pour dimanche. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez qu'on vous invite, hein? D'accord. Oui, grâce à vous. Vraiment, ah, grâce à moi. Vous m'avez donné l'occasion de moi je suis un gars de Yaoundé. Moi je suis pas un gars de Douala. Ou un peu. Vous êtes universel, monsieur Ngachou. Non, moi je suis un gars de Yaoundé. Vous allez frustrer ceux qui vous écoutent à Maroua, Ngaoundé. Bon, je suis un fils de Cameroun. Voilà, qui nous invitera, alors on viendra. C'est mieux de le dire comme ça. Nous viendrons. Nous viendrons. Charlemagne, Bonbon Bengan, Carré Santia. Ah, vous ne buvez pas? Pas de bouillie? Pas de jus? Pas de bouillie? Attention. Le Nyamoto. Il faut le Nyamoto pour avoir Bonbon Bengan. Moi j'aime ma pipe.